pour que tout le monde comprenne, parce qu'il y a des étrangers parmi nous. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci d'être tous là. Nous allons commencer avec notre charmante ancienne maire de cette ville et qui est toujours dans nos cœurs, Madame Docteur Nézir Mazbout, qui va vous présenter un petit peu la ville et sous un intitulé de Mégrine, et si Mégrine il était compté. Voilà. Merci d'applaudir Madame Mazbout. Merci Monet, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous, surtout que en chemin j'ai vu que tous les centres étaient actifs, plein de jeunes, boutonnants, et ça me redonne beaucoup d'optimisme. Monet m'a parlé il y a quelques jours, il y a peut-être un mois ou plus d'un mois de ce projet. J'ai trouvé Monet tellement enthousiaste, tellement engagé, je me suis dit moi-même, sans le lui dire, il faudrait que j'aille les écouter. Et puis, dans le courant de la discussion, elle m'a dit, si Madame Mazbout, Jim'an. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion qui me donnait une plus grande légitimité pour être ici. Merci donc à Monet pour tout ce qu'elle fait, c'est une véritable militante. Merci à toutes celles qui l'accompagnent tout le temps dans des petites activités qui ont commencé timidement et qui, je vois, commencent à s'amplifier au fur et à mesure. Et avant de commencer, je voudrais aussi rendre hommage au conseil municipal actuel et à sa tête, le docteur Safed Fessi, et son adjoint, le docteur Bosco Marcy, pour tous les efforts qu'ils font, malgré les difficultés actuelles que connaissent tous les conseils municipaux et que certainement vous voyez à travers les médias. Malgré toutes les difficultés, on voit réellement un démarrage dans l'embellissement de la ville, dans la propreté, dans les activités aussi, parce que quand on fait des efforts, enfin, le conseil municipal fait des efforts, la société civile suit toujours derrière. Et donc, quand Monet m'a parlé, je dis qu'est-ce que je vais bien devoir leur dire. Bon, je vais leur parler de l'histoire de nos vies, qui sera certainement pour eux le cadre qui est nécessaire et qui est utile peut-être pour amarrer leur futur projet. Et je vais parler donc de Mégrine d'antan, pas le Mégrine de maintenant, le Mégrine d'antan, et j'ai demandé à Monet d'intituler le papier « Si Mégrine m'était compris ». Donc c'est une petite histoire. Peu avant la fin du 19e siècle, c'est-à-dire pendant le protectorat, la colline de Mégrine, qui fait 32 mètres d'altitude, était un beau vignoble en pleine exploitation. D'ailleurs, les cadres à vin qui sont sur la colline en témoignent. Une belle colline parsemée d'amandiers en fleurs et de vignobles, où on pouvait trouver toutes sortes d'insectes inspirant la vie, le plaisir, le bonheur de s'y promener. Papillons, abeilles et surtout des oiseaux, qui ont inspiré pendant des années Fi'ali El Layari, qui était président de l'association des oiseaux, pour ceux qui ne connaissent pas, un passionné. Ce domaine appartenait à deux colons, M. Rollement et Bantou. Ils l'ont gardé quelques années, et puis un peu plus tard, le comte Foix l'acheta et prit la relève à ces deux colons des années 1898 à l'année 1924, date à laquelle, ruiné par les courses de chevaux, paraît-il, il y avait un hippodrome à Mégrine, il a dû le vendre. Donc cet endroit idyllique représentait pour lui
climat agréable et il y fait construire une demeure qu'on appelait le château du Comtefoy. Le château du Comtefoy, qui est aujourd'hui l'emplacement de l'école de Negrin Koto actuelle, et ceux qui ont été en classe dans cette école et ceux qui ont eu pour une raison ou pour une autre la possibilité de la visiter trouvent encore les vestiges de ce château avec des chambres pleines de belles céramiques, des fontaines, des cuivres, etc. qui sont encore là. Malheureusement, on n'a pas gardé tout le reste, mais l'embryon de ce château est encore là. Et en face, comme je disais, il y a les caves à vin qui existent encore, parce que la société n'existe pas encore, et qui sont témoins des vins de Negrin qui s'appelaient, je crois, vins de Negrin, parce que c'est des villages où il y a des magasins, où il y a écrit vins de Negrin, donc l'appellation était cela. En 1924, le domaine a été racheté par l'État tunisien. Au moment du B, la direction de l'agriculture, mesurant l'attrait et la richesse et l'intérêt du site, s'attache à morceler cette propriété en un certain nombre de lots susceptibles d'être vendus pour la construction à des Français, bien sûr. Chaque attributaire avait la possibilité d'acquérir une superficie suffisante pour entourer sa maison d'un vaste jardin. C'est la caractéristique de Negrin Koto pendant longtemps. Maintenant, ça a été morcelé, mais c'est des grands jardins. Et également une parcelle de vignoble en pleine exploitation. Cette première tranche de lotissement comporta 200 lots, puis suivirent 735 lots. Le plan prévoyait l'installation de 100 familles françaises par an. Le 6 décembre 1927 naquit l'association syndicale des propriétaires de Negrin, qui faisait office de conseil municipal. Donc c'était la société civile d'abord qui a pris en charge l'organisation de cette petite cité qui commençait à se former. Et avait surtout, cette association syndicale avait surtout pour tâche d'activer le peuplement de cette nouvelle cité et de veiller à un minimum d'organisation entre les citoyens. En 1931, 300 logements constituèrent un nouveau centre urbain, appelé à ce moment-là Cité Lescure. C'est le nom de l'ancien directeur de l'agriculture pendant les Français. Il s'appelait M. Lescure, et donc pour lui rendre hommage, ils ont appelé cette cité Lescure, qui est aujourd'hui connue sous le nom de Negrin-Neria. Donc, rapidement, cette cité devient plus importante que Negrin Koto, car les lots étaient meilleurs marchés, ils étaient plus petits, ils étaient donc plus accessibles. Et en 1931, on dénombrait 560 habitants à Negrin Koto et 1100 à Lescure. Donc Lescure prenait le pas. On dénombrait des Français, des Italiens, un melting pot vraiment. Des Français, des Italiens, des Maltais, des Espagnols. Ces deux cités, Negrin Koto et Negrin-Neria, vivront côte à côte et ne fusionneront qu'à la création de la municipalité en 1948. En 1956, date... Mais non, moi je vous... C'est bon comme ça? En 1956, date de l'indépendance, le recensement faisait ressortir une population totale de 5380 habitants, dont élément nouveau, 1906 Tunisiens. Les autres quartiers apparurent au fur et à mesure des campagnes d'urbanisation, c'est-à-dire Sidi Erzig, Nouvin Hanchek, Jawhara, etc.
et Megrin s'agrandissait comme ça, petit à petit. Mais dès sa création, Megrin, c'est-à-dire en 1936, Megrin Koto avait un caractère résidentiel et abritait une population relativement aisée, alors que l'Escure était très recherchée par les ouvriers en raison de la modicité des loyers et en raison du voie d'activité qui était à l'Escure, mais qui était aussi à Tunis. Et la proximité de Tunis, à 5 minutes, intéressait évidemment les ouvriers. De plan d'urbanisation en plan d'urbanisation, la commune s'étendit à 900 hectares, comme maintenant. C'est 900 hectares, mais maintenant la population, monsieur le maire, je parle sous votre autorité, est à 30 000 à peu près habitants. Et s'étend donc de Jebel Jloud à l'Aïs, sans discontinuité. Et donc maintenant, je disais, avant c'était 2000 et 3000 habitants et 5000 habitants, maintenant c'est 29 000. Ce qui est remarquable, c'est que depuis le protectorat, Megrin a été remarqué pour sa végétation. Des petits jardins publics, des parcs, des arbres d'alignement dans les grandes rues, mais pas seulement. C'est un caractère qu'elle a gardé à travers les époques et les conseils municipaux. Je me rappelle, dans les années 1990, c'était mon deuxième mandat à la municipalité, l'objectif national de développement durable et de protection de l'environnement utilisait un critère de surface de verdure par habitant. Et le critère était, cette année-là, 9 mètres carrés par habitant. Et Megrin était à 11 mètres carrés, sans effort gigantesque, parce qu'on a hérité, heureusement, d'une ville boisée. On a continué à créer de petits jardins publics pour les cités qui apparaissaient au fur et à mesure, mais la base de verdure était là. Et les arbres que nous voyons dans la petite forêt mitoyenne au tennis sont des arbres centenaires. Alors, un exemple de ce cadre vert est le site de la cité sportive, où on est actuellement. Dans un écrin d'arbres de toutes sortes se dresse le stade municipal, la maison des jeunes, là où on est, le tennis, la salle polyvalente et d'autres aires de jeu, basket, handball. On a pratiquement tous les sports sont représentés. Infrastructure d'avant-garde, Megrin a été la première banlieue à avoir un stade de foot gazonné. Devant ses grandes sœurs, ma sœur aînée à Namlif, qui est de loin plus grande, qui est une ville véhicale, qui n'a eu que peut-être 10 années après un stade gazonné. Elle a eu aussi un club de tennis, qui, il faut le dire, a été hérité des Français. Mais quand on a pris en main la municipalité, il était fermé, et tous les gens disaient, ça c'est pas pour nous, ça c'est pour les Français. Et avec beaucoup d'efforts et de batailles, et taper aux portes pour avoir des aides, on a pu le réouvrir, et vous savez ce qu'il est maintenant. Les performances sportives de notre petite ville n'étaient pas en reste, puisque l'association sportive de Megrin Foot a été en division nationale. Et elle a été surtout, et elle l'est encore, un vivier où les grandes équipes de la capitale viennent chercher des joueurs. De même, pour le handball. Le handball féminin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est passionné de handball, le handball féminin a été champion de Tunisie et plusieurs fois finaliste de Tunisie. De même pour le tennis. La Monet Gadoud, je crois, et Safrine pourra en parler mieux que moi, Monet y a joué, je pense, et elle a été même dirigeante. Et aussi, il a réalisé plein de performances, aussi bien régionales que nationales. Ce qui est remarquable aussi, c'est que Megrin est polyvalent, il y a tous les sports. Mais il y a certains quartiers qui se sont spécialisés. Megrin Riyad est connu
pour la pétanque. Et là aussi, ils ont beaucoup de trophées. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Mégrine Riyad, mais Mégrine Riyad a été toujours très, très connu pour la pétanque, pour le basket aussi. Tandis que Halchek, c'est les sports individuels et les arts martiaux. Et là aussi, ils ont enregistré beaucoup de performances. Moi, quand on me dit Mégrine est une petite ville, je réfère à certaines réunions internationales où j'étais, ou quand je dis petite ville, ils attendent à ce que je leur dise c'est 1500 habitants, ou le ville, je leur dis 29 000, 25 000, ah, mais c'est pas une petite ville. C'est une petite ville, mais c'est une ville qui a beaucoup de potentialités géographiques, naturelles et humaines. Elle a été membre de la Fédération tunisienne des villes pour 2 mandats. Et en cette qualité, membre du bureau de la Fédération mondiale des villes cités unies, également pour 2 sessions. Et la Fédération mondiale était présidée à ce moment-là par le ministre Pierre Mauroy, qui était maire de Lille. Et on était considéré comme une ville importante et qui a ses résultats et qui a sa place en Tunisie. Mais Mégrine a aussi eu des prix pour la propreté, avec Sifat Rifasat, oui, premier prix. Donc, on est une population quand même dynamique et quand elle a des moyens, elle fait vraiment des merveilles. Ceci est le côté rose de Mégrine, mais tout n'est pas rose dans la vie. Mégrine a souffert aussi de pollution. Elle a souffert de pollution à cause d'un développement trop rapide et mal maîtrisé. Les fonderies, Penaroya, je ne sais pas s'il y a des anciens qui l'ont connu, les fonderies réunies, les tanneries, le liège, les savonneries, l'usine des batteries, et qui dit toutes ces usines-là, dit des nuisances de toutes sortes. Le plomb, Penaroya, moi j'étais médecin à l'hôpital Arcufil, qui est juste à côté, on a vu des cas de saturnisme d'ouvriers de Penaroya. Et je disais donc, au début de l'indépendance, il y a eu une course à l'industrialisation rapide pour créer des richesses, pour créer de l'emploi, et des usines de toutes sortes s'installaient. D'abord, comme je disais tout à l'heure, pour la proximité avec Tunis, s'installaient et elles s'installaient sans études d'impact, sans cahier des charges, sans traitement préalable. Et tout ça, donc, nous donnait plein de nuisances, comme je disais, des métaux lourds, des produits chimiques, des tanneries, de la savonnerie, tout ça, donc, nous empoisonnait la vie. Et surtout les poussières fines. Moi, je recevais samedi porte ouverte pour les citoyens, et souvent, j'avais des ménagères qui venaient me dire « Je vous en prie, le liège, il faut le fermer parce que je n'arrive plus à avoir un linge propre. » Dès qu'ils étendaient leur linge sur le fil, ben, il était rempli de poussière. Et c'était une usine qui appartenait à Sidi Boubacar, qui était un des vieux de Mégrine. Et il avait des employés. C'était très difficile de toucher. Donc, tout ça pour ici l'atmosphère. Et certains jours, c'était vraiment irrespirable, la Mégrine. Il a fallu batailler et taper à toutes les portes pour se faire entendre et arriver progressivement à mettre de l'ordre dans tout cela. Moi, je me suis fait nommer à la Commission nationale de l'environnement par la Société tunisienne des sciences médicales, où j'étais membre à ce moment-là, et le Premier ministère, parce que la Commission nationale de l'environnement dépendait du Premier ministre, nous avait envoyé, comme institution qui englobe les médecins, d'envoyer un représentant. Et Sirsan Gharbi, qui était président de la société à ce moment-là,
Il m'a dit, Nézia, tu veux y aller? Bien sûr que je veux y aller. Je veux y aller parce qu'à la Commission nationale de l'environnement, je pouvais toucher les ministres et leur parler et leur exposer le cas de Mégrine. Je me rappelle, à un moment donné, Chibsfar me disait, Nézia, il faut qu'Aline, tu vas créer du chômage. J'étais de toutes les réunions. Et chaque fois qu'un ministre venait, j'étais à ses trousses pour lui parler. Et finalement, ce qui a sauvé Mégrine et ce qui va métamorphoser Mégrine, c'est le projet du lac Sud. Le projet du lac Sud, en 2001, vous vous rappelez que le gouvernement a commencé par le lac Nord, et on voyait ce lac devenir le beau site avec de belles réalisations. Et le lac Sud, après maintes et maintes interventions, il a pu voir le jour en 2001. Le plan d'assainissement du lac Sud a été vraiment pour nous une aubaine. Parce qu'avant, le lac, c'est aussi une belle opportunité pour une ville. Quand vous avez un plan d'eau dans une ville, c'est tout de suite très beau. Mais pour nous, le lac Sud était une nuisance sans pareil. C'était une source de nuisance catastrophique parce que de Saint-Gobain jusqu'à Mégrine, il y avait les salines. Le lac servait de rejet des eaux usées, industrielles, comme je disais tout à l'heure, qui se sont installés sans du tout avoir de plan préalable d'implantation. Les algues, les plantes sauvages trouvaient refuge dans ce lac. L'absence d'entretien complètement parce qu'il appartenait aux uns et aux autres. Et vous savez, quand c'est entre plusieurs communes, Tunis, Mégrine et Ras, on est perdu, il n'y a pas d'entretien. C'était aussi l'endroit le plus proche pour se débarrasser clandestinement des déchets et ordures de toutes sortes, même de gens qui n'habitaient pas forcément à Mégrine. Le lac Sud était aussi le point final de canaux d'évacuation des eaux pluviales. Et alors, je ne vous dis pas, les odeurs nauséabondes, les odeurs pestilentielles, surtout en été, quand il y a des pointes de chaleur, c'était irrespirable. Et les moustiques, alors la culture de moustiques, dans les réunions municipales, on nous disait, vous n'avez pas commencé à exporter de moustiques? Tellement, on était presque à une culture de moustiques. Et merci. Suite au projet d'assainissement, les salines ont été éliminées, les marécages remblayés et plus de rejets industriels. C'était la condition pour commencer l'assainissement du lac Sud. La société d'assainissement du lac Sud qui a été créée exigeait que tout un peu d'ordre soit mis du côté des rejets industriels et même des rejets ménagers. Et l'ONAS a fait beaucoup de programmes, il faut le dire, à ce moment-là. Elle a exigé des stations de pré-traitement pour les usines. Et alors, le rêve d'un Mégrine propre et non pollué a commencé à se réaliser. Il y a eu un système d'écluses dans le lac pour que l'eau soit changée et renouvelée et que les eaux deviennent salubres. Et à un moment donné, on a commencé à avoir des enfants à aller nager, je me rappelle parfait. Et on a même pu aller se promener en barque avec le président de l'association. Et je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais c'était vraiment le rêve. 900 hectares aussi de terrain salubre récupérés. Donc on a nos polders comme la Hollande. On a récupéré donc 900 hectares de terrain qui devaient recevoir le projet SEMA Dubaï, dont vous avez certainement entendu parler. Le projet SEMA Dubaï était un petit peu un absent pour nous, parce que nous on était contents d'avoir le lac pour nous. Et SEMA Dubaï, le projet, devait édifier 100 000 habitations. On devait avoir 100 000 habitants. C'est une cité en hauteur qui vient se coller à Mégrine, qui vient nous cacher le lac.
Et il faut dire que c'était une belle réalisation. Moi, quand je pense aux heures de réunion qu'on a eues avec les responsables, c'était des heures à parler de comment concilier le vieux avec le nouveau, comment faire pour que les Mégrinois ne soient pas lésés, etc. Je voyais que c'était une belle ville, avec plein d'infrastructures modernes, avec des salles de cinéma, c'était très très beau comme sur le papier. Bon, le projet Sema Dubaï n'a pas pu voir le jour. Je ne sais pas si c'est une perte pour nous, mais bon, un jour on verra s'il reviendra. C'était une urbanisation, la vérité, trop violente. Et c'est un acquis pour la Tunisie, certainement. Mais bon, pour l'instant, à ce moment-là, pour nous faire accepter, on nous disait on va faire travailler 45 000 ouvriers, on va faire travailler tous les corps de métier, ça va être formidable. Bon, on va les faire travailler pendant 2 ou 3 ans pour faire la cité. Enfin. Donc voilà un petit peu l'histoire que je voulais vous raconter. Je veux réitérer mes compliments et mes encouragements à Megrine Fertal pour cette action et toutes les autres qui ont précédé et qui vont suivre, j'espère. La planète Terre a été tellement pourrie par nos comportements que le développement durable dont on ne cesse de parler est devenu un rêve lointain et Megrine n'y échappe pas, bien sûr. Les nuisances sont tellement complexes et diverses qu'il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que la société civile, de plus en plus, soit auprès des conseils municipaux. Jacques Chirac, paix à son âme, a dit « Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. » C'est une phrase qu'il avait dit au sommet de la Terre à Johannesburg. J'ai suivi aussi les mouvements de foule qu'a soulevé l'activiste Greta Thunberg, surtout parmi les jeunes, dans tous les pays du monde, et même chez nous. Ce sont des mouvements qui nous remplissent d'espoir, car aujourd'hui, et mon confrère Simon, qui s'occupe de l'environnement, ne me contredira pas, ne serait-ce que pour avoir une ville propre, sans penser à des projets environnementaux grandioses, pose un problème énorme. Tenir une commune propre est un problème aujourd'hui à cause de l'indiscipline, à cause du manque d'esprit civique de certains de nos citoyens. Donc, un dicton populaire dit « Hier est une histoire, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau ». Aujourd'hui, Jannah, je crois, est un cadeau pour Megrine. Il faut savoir l'aider. Jannah est un cadeau. Il faut savoir l'aider. Il faut